Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par CFA France, issu d'une collaboration entre les comités Tech, Advocacy et Events, où nous nous attaquerons au sujet passionnant des technologies front office utilisées par les gérants d'actifs buy-side. Je m'appelle Eric Tien, je suis le chair du comité technologie et je suis ravi d'ouvrir le débat ce soir avec nos trois intervenants du monde de la finance. Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Barbier, directeur des investissements d'Apicil Asset Management, fort de ses 20 ans d'expérience de praticien dans le domaine, qui nous exposera les différents enjeux métiers vus de l'asset management. Mathieu Bleus, directeur associé chez Alpha FMC, expert spécialisé dans la transformation numérique à fort enjeu, nous donnera une vue d'ensemble sur les différents outils à la disposition des gérants. Et finalement, côté FinTech, José Gillin, fondateur de la société Evernice Osmos, partagera ses constats de la situation actuelle et sa vision de l'évolution des défis et opportunités. Pour commencer, chaque panéliste aura l'occasion de se présenter ainsi que leur activité. Cela se suivra d'une table ronde animée par mon collègue Romain Devé, chair du comité Advocacy et également membre du board CFA France, où chacun va exprimer et défendre leur point de vue. Nous passerons ensuite à la séance de questions-réponses, où vous pourrez poser vos questions avant de conclure. Pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Zoom tout au long du webinaire. Et maintenant, sans plus tarder, Camille, je vous laisse la parole pour ouvrir la balle et vous présenter à notre audience. Merci. Merci Eric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tranquille. Je pense qu'on me voit. Oui, alors je suis Camille Barbier, donc directeur de la gestion d'Apicil AM. Donc je pense qu'on m'a proposé d'intervenir parce que j'ai une petite expérience dans l'asset management et j'ai travaillé dans plusieurs sociétés de gestion, des petites, des moyennes, des grandes. Et donc, j'allais dire, moi, mon expérience, c'est avant tout une expérience de praticien, d'utilisateur d'outils. J'ai travaillé avec plusieurs outils de front office, comme des outils développés par Neoxam ou par Jump, qu'on est, nous, en train d'intégrer au sein de la société Apicil AM, dans laquelle je travaille actuellement. Voilà, donc moi, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, c'est vrai que ce qui nous intéresse, moi m'intéresse en particulier, c'est un outil, moi j'ai l'habitude de dire un outil qui soit simple, voilà, parce que je trouve que ces dernières années, il y a eu de gros progrès de la part des éditeurs pour simplifier leurs outils, pour les rendre, j'allais dire, user-friendly. C'est un point qui est pour moi très important. Que les outils puissent être facilement utilisables par les utilisateurs qui ne sont pas forcément des geeks. La plupart des gérants sont même loin d'être des geeks ou des passionnés de nouvelles technologies. C'est plutôt des gens qui sont plutôt intéressés comme moi par la gestion fondamentale et on utilise l'informatique plus comme un moyen qu'une fin en soi. Donc, il faut que l'outil soit simple. Donc, je parle souvent de simplicité, d'ergonomie, donc qu'il soit agréable à utiliser. Voilà, il ne faut pas que les éditeurs oublient l'aspect utilisateur. Donc, il faut que l'outil soit agréable à utiliser et commode et simple d'utilisation. Et puis, dernier point, il faut que l'outil soit accompagné par un personnel, par une équipe qui comprennent bien les enjeux métiers. Et je trouve, peut-être on aura l'occasion d'en parler après, mais que c'est souvent ce qui manque chez les éditeurs, même si des progrès importants ont été faits, c'est d'avoir des personnes qui parlent le même langage que les gérants pour leur faire gagner du temps. C'est vrai que les gérants ne sont pas forcément toujours des bons communiquant sur cette partie, donc ils savent globalement ce qu'ils veulent, mais ils ont parfois du mal à l'exprimer. Et donc, on a besoin d'avoir une interface, des gens qui, côté éditeur, comprennent, anticipent les besoins
et trouve les bonnes solutions. Donc voilà, donc moi les 3 points que je recherche dans un outil, c'est simplicité, voilà, un outil qui soit facile à mettre en place, qui ne soit pas une grosse usine à gaz, parce que les moyens sont toujours limités. Ergonomie, simplicité d'utilisation, sinon les gérants, ils finissent tous sur une feuille Excel, si c'est trop compliqué, ils développent des API sur Bloomberg, et sur Excel, et puis linké sur Bloomberg, et puis ils travaillent comme ça. Et puis accompagnement. Voilà, c'est les 3 points qui me paraissent essentiels pour un outil aujourd'hui. Merci Camille, merci beaucoup. Mathieu, nous allons peut-être passer à vous pour la présentation. Oui, bonjour. Donc, je suis Mathieu Bleuze. Donc, je vais faire avant tout une petite présentation d'AFA FMC rapidement. Donc, on est une société de conseil dédiée au monde du buy side. Donc, c'est vraiment la gestion d'actifs au sens large, que ce soit société de gestion, investisseurs institutionnels, banques privées. Et on travaille avec tant des petits acteurs avec peu d'encours, mais spécialisés, on va dire, sur des expertises de gestion très spécifiques, qu'avec de très grosses sociétés de gestion qui ont une large gamme de produits. On a une présence globale. On est situé dans une dizaine de pays différents aujourd'hui. On dispose d'environ 500 consultants qui sont répartis sur à peu près une douzaine de practices, telles que par exemple tout ce qui va être stratégie et M&A, tout ce qui est compliance réglementaire et risque, encore tout ce qui va relever de l'ESG ou l'investissement responsable. Et puis enfin, une practice qui s'appelle Investment, que je présente aujourd'hui et qui adresse tout ce qui est modèle opérationnel et plateforme technologique pour la partie gestion et trading. Donc, moi, plus particulièrement, mon rôle au sein d'Alpha et au sein de cette practice investment, je m'occupe d'accompagner donc les clients dans tout ce qui est refonte de leur modèle opérationnel et d'organisation propre à leur process, notamment lorsqu'on parle de front, sur tout ce qui est gestion de portefeuille et prise de décision d'investissement, passage des ordres, toutes les chaînes de valeur, front to middle, front to risk et ainsi de suite. Et au-delà de ces aspects organisationnels, j'interviens aussi sur la stratégie IT et data management, de plus en plus, propre à ces process. Donc, c'est quelles applications, quels outils, quelles sources de données, et surtout quelle architecture et comment on intègre tout ça dans l'écosystème applicatif global. Et puis, on réalise beaucoup de missions de sélection, d'éditeurs de solutions et de projets d'implémentation aussi, bien évidemment. Et plus particulièrement, j'ai quelques spécialités. J'interviens souvent dans tout ce qui va être processus de gestion un peu spécifique, on va dire, comme tout ce qui est gestion LM, gestion quant, toutes les approches de gestion qui nécessitent d'investir massivement sur les dérivés OTC complexes, ou encore les classes d'actifs alternatives type private equity, dette privée et ainsi de suite. Voilà pour ma part. Merci beaucoup Mathieu pour votre présentation. José, on passe à vous. Oui, bonjour, moi je suis José Fulan, je suis cofondateur de Evenize et président d'Evenize. Je vais parler surtout de la société. Alors moi-même, je travaille depuis 20 ans dans le secteur de la finance. J'ai fait du conseil dans l'asset management et la banque d'investissement. J'ai aussi fait de l'analyse quantitative auparavant. Et j'aime beaucoup, moi, mixer deux choses, l'aspect financier, l'aspect vraiment mathématique de la finance et l'aspect technologique, ce qui m'a amené à me positionner en tant qu'éditeur sur ces problématiques. Donc, nous, Evenize Osmose, en fait, on fournit une solution qui est une solution en fait dédiée vraiment au front-office. On a décidé de vraiment se positionner sur cette problématique-là parce que on s'est rendu compte qu'elle était assez mal couverte par les outils du marché parce qu'il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de choses différentes à faire. C'est très difficile d'avoir une approche standardisée sur ces problématiques. Donc, nous, on a une technologie qui permet justement d'aller plus vers du sur-mesure parce qu'on pense que la valeur ajoutée au niveau de la finance, elle est beaucoup dans cette dernière couche qui est le front office, c'est celle qui prend la décision. Et là, comme on a beaucoup de spécificités de gestion, on a vraiment besoin d'avoir des outils adaptés sur mesure pour pouvoir être optimal par rapport aux modes de gestion qui sont mis en place. Ouais. Donc, notre solution Osmose, elle est vraiment là pour créer des cockpits
d'aide à la décision sur mesure, qui peuvent être multiclasses d'actifs. Le but, c'est vraiment de pouvoir permettre au gérant de piloter avec des indicateurs qu'il a décidé lui, qui sont ses indicateurs à lui, parce qu'on a justement, on n'a pas besoin d'indicateurs standardisés, on a plutôt besoin d'indicateurs personnalisés. Et ces indicateurs, il faut aussi pouvoir les mettre à jour aussi souvent qu'on veut. Il faut pouvoir vraiment relancer le processus de décision à n'importe quel moment. Et c'est ce qu'on essaye de fournir vraiment à nos clients. Et pour ça, on a une capacité aussi à vraiment mettre en place des tableaux de bord dynamiques. Vraiment, on veut produire ce qu'on appelle un cockpit d'aide à la décision. Et comme tout cockpit, on a besoin de récupérer, d'avoir finalement sur un même outil l'ensemble de ce qui est nécessaire pour prendre la décision, tous les indicateurs, tous les warnings nécessaires. Et après, la deuxième couche qui est évidente, c'est de pouvoir actionner, de pouvoir agir et donc de pouvoir piloter son portefeuille, de passer les ordres directement sans être obligé de son outil de ressaisir des informations à droite ou à gauche. Donc, on veut vraiment fournir un outil centralisé et qui vient en fait se positionner au-dessus des autres outils. On ne vient pas du tout les remplacer. Notre approche est justement qu'il y a eu beaucoup d'investissements informatiques dans les sociétés de gestion et qu'il ne faut pas remettre en cause cet investissement en outils front-to-back, en référentiel, en outils de risque. Donc, on va vraiment se combiner, vivre avec cet existant, avec ce legacy qui a de la valeur et qui doit continuer à évoluer, mais on va l'enrichir pour rajouter un peu de liant entre tous ces outils et permettre vraiment au gérant d'avoir à sa main tout ce dont il a besoin pour pouvoir se concentrer sur son métier de gestion et non se battre avec des outils tout au long de la journée. Excellent, merci José et merci à tous les trois. Romain, maintenant je vous laisse champ libre pour démarrer la table ronde. Ok, merci Eric, bonsoir à tous. Je crois qu'on a déjà fait une entrée en matière dans les introductions de chacun. On est même un peu en avance, c'est-à-dire qu'on a Camille a commencé à évoquer ce que serait pour lui un outil idéal. José a commencé à évoquer les solutions qui existaient. Et en fait, ce que je vous propose, avant de poursuivre dans cette voie-là, c'est peut-être, avant ça, prendre un tout petit peu de recul et commencer la table ronde avant d'aller sur les solutions, commencer sur l'existant, donc voir un petit peu les outils qui sont gérés au quotidien par les gérants front office, quels sont les pain points ou les irritants en bon français qu'ils rencontrent dans l'utilisation de ces outils, et puis aussi illustrer si ça a du sens, les impacts business qui sont liés à ces irritants en termes de coûts d'opportunité, peut-être de coûts tout simplement, pour voir aussi, outre l'aspect peu pratique de certains outils, voir aussi le fait que ça peut avoir un réel impact sur le business de la société de gestion. Et donc, pour commencer ce petit panorama, je vous propose peut-être de commencer avec toi, Mathieu. Si tu peux nous présenter, comme tu es le consultant, avoir un peu une vue macro, une vue d'ensemble, un peu très, très haut niveau, mais 360 sur le panorama des outils qui existent, comment toi tu vois les choses chez différents clients chez qui tu interviens ou au fil de tes contacts avec différents éditeurs. Oui, bien sûr. Alors, je vais décrire rapidement ce qu'on appelle l'écosystème front. Et après, je parlerai effectivement des pain points, des points de souffrance qui sont remontés régulièrement par nos clients. Donc l'écosystème, il est composé de ce qu'on pourrait appeler une couche basse, un socle fondamental qui est d'ailleurs transverse à toute la société de gestion. Et dans ce socle, on a en général trois grandes briques. On a le PMS, évidemment, qui est vraiment la colonne vertébrale, dont la fonction principale est toujours de capturer les transactions, de suivre leur traitement post-trade jusqu'au back-office, de faire une tenue de position par rapport à ça. Donc ça, c'est les fonctions cœur. Il y a plein d'autres fonctions autour, mais ça, c'est vraiment le cœur du métier, on va dire. Et les gérants, ce qu'on voit aujourd'hui, si on regarde l'aspect front, comment les gérants utilisent un PMS, ils embarquent une étendue plus ou moins importante de leur process dessus, en général pas la totalité. Plus les gestions sont spécifiques, plus on va dire l'approche est particulière
particulière et sur mesure, et moins on embarque sur le PMS. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font dessus? Ça va être du monitoring assez basique des portefeuilles, du passage d'ordre, etc. Ça, c'est la première brique dans le socle fondamental. Après, souvent, il y a ce qu'on appelle l'OMS, l'Order Management System. Là-dedans, le gérant va passer ses ordres, va les gérer, va suivre leurs exécutions, va regarder parfois les indicateurs de liquidité qui peuvent être communiqués par les différentes places de marché. Parfois, cet OMS, il est embarqué dans le Portfolio Management System aussi, dans le PMS. Parfois, il est à part. Mais en tout cas, c'est une brique qu'il faut avoir en tête aussi pour la partie front. Et la troisième brique, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'EDM, donc l'Enterprise Data Management ou le Data Warehouse interne, où les sociétés de gestion, depuis quelques années, se sont dit il faut qu'on ait un référentiel centralisé pour toutes les données de Security Master, les données de position en amont, les données de données de marché, et ainsi de suite, pour que derrière, on puisse venir brancher tout ce qui va être production de rapports, les outils satellites, et ainsi de suite. Donc ça, cette partie Enterprise Data Management est aussi quelque chose de transverse à la société de gestion. Là, on a le socle fondamental. Et après, quand on regarde vraiment les outils propres au front, à la gestion, là on arrive dans plein d'applications qu'on pourrait appeler satellites, qui vont venir par-dessus. Donc là, on est dans la couche supérieure et on distingue souvent quatre grands ensembles là-dedans. Il y a toutes les sources, on va dire, de données et d'informations financières qui fonctionnent souvent en mode terminal comme Uber, FactSet, etc., ou qui peuvent être stockés à un moment donné dans des outils qui vont agréger et mettre en forme. Il y a tous les outils de recherche et de scoring interne, que ce soit sur l'equity, le crédit, l'ESG, etc. Tous les outils, les briques de calcul, cette fois-ci, qui vont faire des choses plus ou moins compliquées, là aussi en fonction de votre approche de gestion, mais ça va parfois de tout ce qui va être les sensi, les performances, les décompositions de tracking error, les attributions de performance, et dès qu'on rentre dans le domaine de la gestion compte, là, on va arriver sur des briques de calcul un peu plus compliquées. Ces outils peuvent être tant internes qu'externes. Internes développés par les propres équipes de la société de gestion ou externes. Et puis après, on a un troisième grand ensemble dans ces outils satellites qui sont vraiment les outils de gestion de portefeuille et surtout de support de prise à la décision. C'est plus ou moins systématique, en fonction là aussi de l'approche de gestion que vous pouvez avoir, où ces outils vont ingérer toutes les données dont on vient de parler avant. Ils vont parfois les stocker dans des bases de données locales. Ils vont aussi stocker les données de position. Ils vont agréger tous les indicateurs. Ils vont supporter la prise de décision au sens où vous allez pouvoir faire des analyses de scénarios, des optimisations de portefeuille, regarder des signaux. Alors là, pareil, c'est plus ou moins systématisé. Tout le monde ne fait pas la gestion très systématique. Mais là, on est vraiment dans le cœur du réacteur du gérant. Et la problématique qu'on a par rapport à ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est souvent très spécifique, c'est souvent maintenu par les équipes de gestion elles-mêmes. C'est l'héritage souvent, on va dire, de quelques personnes dans ces équipes qui ont créé ces outils, parfois aussi avec des supports MOA et équipes de développement que propose la société de gestion. Mais c'est très local. C'est-à-dire que souvent, c'est assez exogène de l'environnement du portfolio management system, parce que, comme le disait José tout à l'heure, il y a un besoin d'avoir des indicateurs personnalisés aussi, de faire des choses qui sont flexibles et qu'on ne peut pas embarquer dans le portfolio management system. Donc ça, c'est un peu la global picture. Quels sont les points de souffrance par rapport à ça? Et donc ça, c'est ce que je vais vous énoncer maintenant. Ça, je dirais, ça vient directement de tous les projets qu'on peut mener avec nos clients sur ces sujets. On réalise une trentaine de projets de sélection d'outils par an à peu près pour nos clients. Et de manière récurrente, c'est toujours plus ou moins les mêmes points qui ressortent. Le premier point étant des sujets autour de la gouvernance de la donnée et des analytics. On a des problématiques de fiabilité, d'unicité des sources de données, de rafraîchissement de ces sources. La question étant comment je peux être sûr d'avoir en tant que front à chaque fois les dernières positions, l'ensemble des analytics, et tout ça avec une consistance temporelle, c'est-à-dire si je regarde mes positions à J-1, est-ce que j'ai bien tous mes analytics calculés aussi à J-1 ?
comme je viens de le dire, on est dans un monde où souvent le spécifique côté gestion, il est très local, donc comment je fais coexister tout ça. Et puis à la fin aussi les problématiques de reconsolidation cross-asset, donc dès lors qu'on est dans des cas de multigestion, d'allocation d'actifs ou de reconsolidation de portefeuilles qui sont délégués à d'autres équipes et ainsi de suite, on se heurte à énormément de problématiques en termes de gouvernance et de robustesse des données sources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on l'a compris, cet écosystème fragmenté que j'ai expliqué, le fait de devoir faire communiquer ensemble plein d'outils différents, ça souvent, ça se retrouve à la charge des équipes de gestion aussi. Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de manipulation, de requêtage, de stockage temporaire, de transformation de la donnée parfois. Donc, beaucoup de va-et-vient entre différents environnements. Donc, risque d'erreur, perte de temps. Voilà, les choses ne sont pas unifiées, centralisées dans un seul et même cockpit, comme le disait José tout à l'heure. Donc, on arrive là aussi à des choses qui sont assez problématiques. Le troisième point, c'est le fait que souvent, c'est siloisé. Chaque équipe de gestion va avoir son propre setup, va pas se reposer forcément sur ce que la société de gestion aura décidé de mutualiser en termes de tenue de position, d'analytics, etc., mais qui est souvent dans le PMS, qui a vocation, lui, à être transverse. Mais donc, en fait, il y aura de l'investissement local, là aussi. C'est une multiplication des efforts financiers, parce que c'est du temps consacré à ça. Et c'est très compliqué quand on a d'autant plus beaucoup d'équipes de gestion. Il n'y a pas de consistance méthodologique non plus. Vous pouvez avoir deux desks fixed income, la duration pour le desk A, ce ne sera pas la même définition que pour le desk B. Dès lors qu'on veut reconsolider un certain nombre de portefeuilles pour avoir ça à l'échelle de tout le fixed income dans la société de gestion, on commence à avoir des petits sujets, par exemple. C'est des exemples un peu basiques, mais c'est pour illustrer. On a des problématiques de rationalisation des données en entrée. On a là aussi une perte d'effort et d'efficacité parce qu'on a des silos par équipe. Le troisième problème, et là je pense que ça va vraiment vous parler, c'est un problème de flexibilité et d'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que tous les traitements de données dont on parle, ils sont souvent lourds, ils prennent du temps. Dès lors qu'on rentre dans les domaines quantitatifs, tout ce qui va être backtesting, ajout d'un facteur par exemple dans un modèle de risque, test de la qualité des données, de régression, etc. C'est des choses qui prennent énormément de temps parce qu'il n'y a pas forcément la puissance de calcul, parce qu'on n'a pas les données au départ, parce qu'on ne sait pas où les stocker. Là, un point qui est très important aussi dans le domaine, un autre exemple, c'est tout ce qui va être analyse ad hoc ou à la volée pour un besoin de reporting au management, pour un client, dans le cadre d'un appel d'offres où il faut créer un portefeuille modèle et ainsi de suite, vouloir tester la déformation d'un portefeuille dans tel ou tel contexte. C'est des choses qui, à partir du moment où c'est très simple à énoncer, c'est pas forcément très compliqué d'un point de vue conceptuel et théorique, mais dès lors que je veux le mettre sur un outil et regarder concrètement comment ça se passe, on peut passer des heures carrées à monter ça. Et souvent, le portfolio management system, lui, il est tellement rigide que c'est très compliqué de mettre ça en œuvre. Et puis enfin, là-dessus, en termes d'efficacité opérationnelle, on a aussi des risques opérationnels qui viennent de ça, souvent des risques, ce qu'on appelle d'hommes clés, parce que c'est, comme je disais un peu tout à l'heure, des setups qui ont été montés par les équipes en direct, souvent par une personne, ça n'a pas forcément été bien documenté. Quid du moment où cette personne va quitter la société de gestion, comment on va pérenniser en fait ce setup-là, comment on va faire en sorte que ça puisse continuer à vivre. Donc voilà, on est sur tous les points qui font qu'à un moment donné, le gérant a besoin de se concentrer sur ce sur quoi il est payé, apporter de la valeur ajoutée, c'est apporter son expertise dans la gestion et pas dans la construction et le maintien et la pérennisation de ce type d'environnement informatique. Et enfin, le dernier point sur lequel nos clients nous disent aujourd'hui on souffre beaucoup, c'est un point peut-être plus stratégique, mais qui je pense a toute son importance, c'est la capacité à innover. Parce que tout ça, on l'a bien compris, ça répond à des besoins basiques finalement. Ça répond à des besoins basiques et quand on l'a pas, on peut même pas regarder ce qu'il y a devant, ce sur quoi les concurrents travaillent. Et aujourd'hui, si on parle par exemple de la capacité à traiter et ingérer des nouveaux types de données, je pense notamment à tout ce qui est ESG ou données alternatives, de sentiments de marché, ainsi de suite, ça peut poser un problème. Je pense à tout ce que vous pouvez entendre peut-être ici ou là autour de la gestion augmentée. Savoir comment j'arrive à mettre en place les nouvelles technologies type machine learning, donc la donnée de sentiment de marché, le nowcasting, tout ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus réactif sur les marchés, d'élargir votre univers d'investissement, de filtrer l'information dans un monde où elle est de plus en plus présente, elle circule de plus en plus vite. À un moment donné, il y a besoin d'une espèce d'assistance comme ça qui vient vous montrer, vous pointer du doigt ce qu'il faut regarder à un instant T. Donc c'est ça qu'on appelle la gestion augmentée.
Là, beaucoup se sentent un peu démunis dans leur capacité à mettre ça en place, parce que la base et tout ce qu'on vient d'exposer est déjà pas au rendez-vous en fait. Voilà pour faire un bref aperçu des points de souffrance, des challenges, des principaux points sur lesquels aujourd'hui, lorsque les sociétés de gestion font un investissement, et notamment sous un angle front, c'est là où elles attendent d'avoir plus de valeur. Ok, merci Mathieu. Je pense que c'est un panorama très, très complet, à la fois sur les outils et puis les pain points. Je vais passer la parole maintenant à Camille. On a eu la présentation big picture très, très complète, et peut-être l'idée, ce serait avec toi, Camille, d'avoir le point de vue d'un praticien, voir toi, au quotidien, le type d'outils que tu utilises, et puis, parmi les différents pain points qu'évoquait Mathieu, si tu peux illustrer ou élaborer sur ceux qui te semblent les plus prégnants pour toi, ou peut-être en rajouter d'autres qui n'auraient pas été mentionnés par Mathieu. Ok, merci Romain. Ouais, je trouve que la présentation de Mathieu est vraiment brillante. Elle est très complète et j'allais dire, elle est très sanglante parce que en t'écoutant, je me disais, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire que quand même le métier d'une société de gestion, c'est traiter de la data, voilà, pour en faire quelque chose, pour faire gagner de l'argent à ses clients. Et on peut se demander comment est-ce qu'on arrive à excusez-moi ce terme, ce bordel, parce que ce que tu décris, c'est ni plus ni moins qu'un bordel. Voilà. Je vais être très clair, hein, que j'ai vécu partout où je suis passé. Et tu fais référence, je pense, à des grandes structures, hein, et j'ai l'impression, au travers de ce que tu dis, que ça concerne aussi les grandes structures. Et donc, c'est un constat un petit peu amer, et je ne sais pas si c'est l'objet de cette table ronde, mais c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et en t'écoutant, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a peut-être trop d'acteurs, en fait, dans le monde de la gestion en France. Hein. On est plus de 600 sociétés de gestion françaises. Je ne parle pas des sociétés étrangères qui viennent en France. Donc, ça fait quand même beaucoup de sociétés de gestion. Il y a aussi beaucoup d'éditeurs, voilà, qui viennent à chaque fois avec des propositions différentes. Et donc, se pose la question que tu décrivais en filigrane, hein, pour le décideur que je suis dans ma société de gestion, de se dire qu'est-ce qu'on fait. On est toujours en train de balancer entre on va faire un développement interne parce qu'on est les seuls à vraiment bien comprendre ce dont on a besoin. Et donc, on est très motivé, on se dit on va faire ça, et puis on mobilise des ressources, et puis on se rend compte que finalement, ce n'est pas notre métier de développer un outil, que ça demande des compétences informatiques, techniques qu'on n'a pas, et on risque de se perdre et de s'éloigner de notre objectif premier qui est de gérer l'argent de nos clients. Bon. Donc, il y a cette problématique-là, et puis il y a cette possibilité-là, et puis il y a l'autre possibilité qui est d'aller chercher un éditeur. Mais moi, je pense comme vous, je suis revenu de l'espérance que j'ai pu avoir par le passé de me dire je vais trouver l'éditeur qui fait tout. Parce que, tu en parlais, les problématiques dans une société de gestion, elles sont multiples. Alors, bien entendu, il y a la gestion, il y a la tenue de position, mais il y a le reporting, il y a le passage d'ordre, il y a le réglementaire, il y a tout ce qui est contrôle des trades, il y a le risk management qui nécessite de faire des calculs, etc. Donc, il y a tout un tas de besoins dans une société de gestion. Et je ne pense pas qu'un éditeur, aussi bon soit-il, soit capable de matcher tous ces objectifs. Et en plus, aussi finement, parce que comme tu l'as dit, dans les grosses sociétés, où il peut y avoir 2 desks obligataires avec des habitudes différentes, des besoins différents. Et donc, on est en permanence, quand on cherche, et c'était notre cas chez Apicilem, se dire qu'est-ce qu'on fait à naviguer. On a passé un an un petit peu, vous nous avez aidé à nous trouver j'allais dire des perspectives, à hésiter entre on fait un développement interne, on avait commencé là-dessus, est-ce qu'on fait un développement interne ou un développement externe. Donc tout le temps
Et donc, je pense qu'il y a comme dans la vie, hein, c'est un juste milieu. Je pense qu'on ne peut pas tout faire tout seul, mais on ne peut pas non plus tout attendre d'un outil. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je pense que le point le plus important, c'est la flexibilité. Et c'est le vrai problème auquel moi je suis confronté, c'est faire parler les bases de données entre elles. Alors, on voit que c'est finalement la direction dans laquelle on va, parce que le data warehouse, c'est finalement un entrepôt de data dans lequel on va alimenter avec plein d'autres bases de données. Bon, la problématique là-dedans, c'est que il faut que les bases de données puissent se réunir, qu'il y ait un contrôle de la data, etc. Et donc, je pense que c'est la direction aujourd'hui dans laquelle vont les sociétés de gestion, mais j'ai envie de dire, avec quel retard? On est en 2021, heureusement, des fois je me dis, heureusement que collectivement, on ne gère pas des centrales atomiques, hein, parce que je me dis que ça serait rapidement une catastrophe. Donc, et je pense que c'est lié aussi c'est lié à la culture, puisqu'une société de gestion, à la base, quand on l'imagine, c'est d'abord des gérants. Et des gérants, alors c'est en train de changer, je parlais tout à l'heure un petit peu, mais c'est en train de changer. Il y a de nouveaux profils beaucoup plus tech qui arrivent. Moi, à mon époque, j'ai 44 ans. Quand je suis diplômé en 2001 de la fac, master, j'ai eu aucune formation sur les bases de données, aucune formation sur le code, sur comment encoder, faire du VB, comment faire du C#, comment, voilà, j'ai absolument rien eu. Voilà. C'est en train de changer ça. Donc, c'est-à-dire que les nouveaux entrants, les nouvelles personnes qui arrivent depuis une dizaine d'années dans notre métier, ont déjà ce bagage et sont déjà moteurs, je le vois par les gens que je recrute, pour améliorer notre organisation de workflow. Voilà. Mais il a fallu attendre très longtemps pour que ça arrive. Et il y a encore beaucoup de gens comme moi, je ne pense pas être le pire, mais qui sont là depuis longtemps et qui sont rétifs complètement à l'informatique, aux outils. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est les gérants qui ont la plupart du temps le dernier mot, hein, parce que c'est les gérants qui l'utilisent. Donc, si les gérants ne sont pas contents, vous pouvez avoir payé 1 million d'euros pour mettre un Finastra. Si le gérant ne veut pas l'utiliser, il utilisera Excel et vous aurez utilisé votre argent pour pas grand-chose. Et c'est un petit peu ce que je vois souvent, c'est que finalement, les PMS, c'était peut-être ma conclusion, mais les PMS sont malheureusement souvent utilisés, heureusement, je ne sais rien, je ne porte pas de jugement, par les middle officers. Voilà, donc par l'équipe reporting, par l'ensemble de l'écosystème gestion, sauf les gérants. Voilà. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait 4 sociétés de gestion, je suis à ma 4e, okay. Je mélange. J'ai toujours vu les gérants utiliser in fine Excel pour gérer leur portefeuille. Voilà. Et ça rend les éditeurs dingues, ça rend même, j'avais une discussion avec Bloomberg tout à l'heure, ça rend même Bloomberg dingue, parce que Bloomberg essaye de développer son port, voilà, mais ça ne change pas. Les gérants préfèrent télécharger via l'API de la donnée. Et j'ai vu une discussion avec eux tout à l'heure justement sur ce sujet, où ils me disaient, on essaye, on veut que les gérants aillent sur port, on veut, mais voilà, lutter contre les habitudes, c'est quelque chose qui est assez long. Et à mon avis, ça viendra par l'arrivée d'une nouvelle génération de gérants, voilà, qui est en train d'arriver. Voilà. Merci Camille, merci pour avoir partagé ça de manière très, très franche, très directe, sans langue de bois, c'était très clair. Excel, je pense qu'on va en reparler parce qu'effectivement, c'est un petit peu the elephant in the room hein, quand on parle d'outils front office. Donc, ce sera intéressant de revenir dessus. Je note aussi voilà, ce constat qu'il y a peut-être que je partage parce que moi, je viens plutôt du sell-side à l'origine, et c'est vrai que je voyais dans le sell-side, alors sans doute des budgets plus conséquents, mais une appétence pour la techno d'une manière générale plus grande que dans le buy-side. Donc je pense qu'effectivement, il y a sans doute
un changement de génération qui va arriver, et puis des gens voilà, qui ont plus d'appétence pour la techno qui vont monter en puissance. Et peut-être justement pour illustrer un petit peu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais que José a des anecdotes, a des illustrations, peut-être pour illustrer peut-être un petit peu les impacts business que peuvent avoir là, les différents pain points qu'on a mentionnés. Je vais passer la parole à José, parce que lui, il va pouvoir nous expliquer en fait tous les constats de carence qu'il avait fait et qui l'ont finalement mené à créer Evenize. Et donc, je pense qu'il aura des choses intéressantes à partager avec nous sur voilà, quels impacts très concrets ces différents pain points peuvent avoir. Ah oui, tout à fait. Donc, pour reprendre un peu ce que dit Camille, la vraie difficulté, c'est d'avoir la capacité pour un gérant qui fait du front office, qui fait de la décision financière, d'avoir toutes les informations dont il a besoin à sa disposition. Et on voit aujourd'hui de plus en plus, enfin, les choses ont peu changé, que ces informations évoluent. On a de plus en plus besoin de nouvelles informations. On parle beaucoup en ce moment de ESG, d'extra-financier, mais ça va être des indicateurs personnalisés. Et c'est la vraie difficulté, c'est vraiment de pouvoir faire rentrer tout ça dans un outil, dans un PMS, d'un outil qui n'était pas prévu pour ça dans sa conception initiale. Il y a des outils qui sont très bons, hein, mais qui ont une conception un peu ancienne, il faut quand même le dire, et qui ne sont pas faits pour rentrer de la donnée ESG, qui ne sont pas faits pour rentrer des indicateurs à la volée, voilà, ils ne sont pas faits pour ça. Et du coup, le gérant qui a besoin de faire son travail au jour le jour, hein, ce n'est pas une critique, il a besoin de prendre ces données et de les mettre en regard avec sa position de portefeuille. Et il se trouve que pour lui, la meilleure façon, c'est justement d'aller mettre tout ça dans Excel, parce que Excel, c'est accessible à tout le monde. On fait très vite une fois un copier-coller, on met quelques formules, ça a l'air efficace en tout cas, ça a l'air de marcher, et puis on commence à gérer là-dessus. Le problème, évidemment, c'est qu'Excel, c'est un outil dangereux, en fait, parce que c'est un outil puissant qui permet de faire beaucoup de choses, mais c'est très, très facile de faire des erreurs dans Excel. On a tous vu des formules mal étendues, des petites erreurs de référence, on a cliqué à gauche au lieu de, et on a une formule qui est fausse, et après, voir l'erreur, c'est quasiment impossible. Moi, je prends un exemple qui m'est arrivé dans mon passé de consultant chez un client qui avait besoin d'une feuille Excel pour faire une gestion sur un mandat. Il avait besoin d'une duration, je crois. Et donc, il avait trouvé dans une base de données de l'entreprise sa duration. Voilà. C'était celle qu'il lui fallait. Donc, il a commencé à faire une feuille Excel. Il s'est connecté à cette base de données et il a commencé à gérer son portefeuille, à faire des requêtes qui mettaient à jour régulièrement ses durations, et à gérer son portefeuille. Sauf que ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'un jour, l'application qui utilisait cette base de données a été décommissionnée, sans le prévenir, hein, et donc les données n'étaient plus mises à jour du tout. Alors, ce n'est même pas lui qui s'en est rendu compte, c'est son backup pendant ses congés qui s'est dit, tiens, il a regardé, il dit, tiens, c'est bizarre, ces durations, et il s'est rendu compte que les données qui avaient l'air d'être une bonne idée au départ de construire son outil à la main, par le manque de maîtrise, par vraiment le manque de contrôle sur l'information, ça a engendré des erreurs en fait. Et là, je me rappelle que ça avait engendré, il avait fallu après faire balancer le portefeuille, il y avait eu des pertes financières que la société avait décidé de compenser pour son client, c'était quand même quelques centaines de milliers d'euros. Donc une bonne idée un jour peut devenir une mauvaise idée demain parce que justement les gérants n'ont pas le contrôle de cette information. Et c'est normal, je dirais que ce n'est pas leur métier en fait. Leur métier, c'est vraiment de gérer, et ce qu'il faut, c'est quelque chose qui leur permette de mettre en place rapidement ce dont ils ont besoin. Et c'est ça qui est compliqué. Dans tout cet écosystème où il y a beaucoup de données, beaucoup d'outils, ça devient difficile à gérer. Et je dirais même que l'approche infocentre, l'approche centralisée qu'on voit beaucoup, on se dit, on met toutes les données à un endroit, c'est bien, c'est une bonne idée de départ, mais au final, moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'un infocentre, c'est bien au début, mais quand on veut le faire évoluer, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, il y a une courbe très, très, très marrante qui dit un infocentre, en fait, chaque fois qu'on rajoute une donnée, le coût augmente. Chaque fois Donc, au bout d'un moment, le coût pour ajouter des données devient tellement cher qu'on ne le fait plus. Et on est bloqué avec son infocentre. Et soit on décide d'en faire un nouveau et ça coûte très cher, soit on reste avec ce qu'on a et du coup, les données qu'on voudrait mettre dedans, on ne les met pas. Et du coup, on se retrouve encore une fois à refaire un outil à côté, reprendre du Excel, refaire du copier-coller et on perd du temps, on perd d'efficacité et on génère du risque opérationnel. Ouais. Moi, c'est un peu le constat et c'est vraiment
Nous, ce qui nous a guidés dans la création d'Osmose, c'est vraiment d'essayer de fluidifier tout cet accès à la donnée, et pas seulement l'accès à la donnée, derrière l'accès à la donnée, on a besoin de faire des calculs, de traiter cette donnée, de créer des indicateurs, et là, on a vraiment besoin de faire du sur-mesure, et c'est ça qui est la force, c'est vraiment de fluidifier l'accès à la donnée, le traitement de la donnée pour arriver aux indicateurs les plus, je dirais, finaux dont a besoin le gérant pour faire son travail intellectuel de décision. Ok, merci José d'avoir partagé ça avec nous, notamment la petite anecdote sur la duration. Je pense qu'il illustre bien, de manière anecdotique, mais on peut imaginer que ça peut prendre des proportions et que ça peut même conduire à des pertes sèches dans certains cas, voire à des catastrophes. On avait prévu en fait voilà, la table ronde en 2 parties. On est déjà proche de la fin de la table ronde, donc je vais vous proposer de modifier un petit peu par rapport à ce qu'on avait prévu, puisqu'il nous reste on va dire, les 4-5 minutes pour laisser du temps pour les questions-réponses. Donc ce que je vous propose, c'est dans la deuxième partie, on avait prévu que chacun puisse un peu présenter ou voilà, discuter un petit peu des solutions par rapport aux pain points qu'on a évoqués dans cette première partie. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter ça sous forme de conclusion, peut-être en allant aussi vers les grands thèmes qui sont ressortis pendant les premières interventions sur voilà, l'importance des data, l'importance d'Excel. Et donc, voilà, je vais passer la parole à Mathieu en premier pour, si tu peux, on va dire en 1 minute, faire une petite conclusion. Oui, bien sûr. Donc là, le constat sur lequel on est tous alignés, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout intégrer dans un portfolio management system lorsqu'on regarde les fonctionnalités typiques d'un gérant. Le PMS ne répond pas à la question, même s'ils ont fait des progrès récemment. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle l'Investment Book of Record, donc la tenue de position est beaucoup plus intégrée. Il y en a qui ont développé des capacités en analyse de style, en optimisation de portefeuille, etc. Mais on ne pourra jamais tout embarquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de flexibilité et il y a un manque d'agilité pour naviguer dans l'ensemble des données. Donc concrètement, nous, en général, les recommandations qu'on donne avec nos clients par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a 2 grandes stratégies en termes de réponse technologique. La première, c'est d'aller vers des nouveaux outils qu'on voit émerger de plus en plus et qu'on pourrait appeler des outils plug and play. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont aller compléter ce que fait un portfolio management system, là où justement il manque de flexibilité, il manque de capacité à communiquer avec les données. Et donc, comme le nom l'indique, il y a la partie plug, donc on va pouvoir ingérer beaucoup de contenu. Il y aura des frameworks d'API, etc., qui vont permettre d'aller ingurgiter, ingérer, gouverner aussi du data engineering et de la gouvernance des données, des données de multiples systèmes, multiples bases de données. Et puis le côté play, c'est que là, on va avoir beaucoup plus de flexibilité pour créer, quasiment comme dans Excel, en fait, voire même parfois dans Excel, parce que ça peut être apporté dans Excel, et c'est le cas de Evenize, avec Osmose, toutes ces données-là. Et puis, il y a des briques de calcul qui sont marquées là-dedans et on peut faire des choses assez intéressantes. Par-dessus, vous rajoutez la digitalisation des workflows, toutes les capacités de data viz, etc. Et on arrive à ce que José appelait tout à l'heure un cockpit où vous centralisez l'ensemble de ce que le gérant doit suivre. Et donc là, vous l'allégez grandement dans son quotidien qu'on a décrit avant, qui peut être un peu pesant parfois sur ces aspects-là. Donc ça, c'est la première tendance qu'on voit. Il y a plein de solutions qui se développent autour de ça. Et ça permet rapidement, en gardant l'existant, en ne changeant pas fondamentalement toute la structure, tout l'écosystème de la société de gestion, d'améliorer le quotidien. Et la deuxième stratégie technologique, c'est de refondre l'organisation et plus en profondeur de l'écosystème et de travailler sur toutes les nouvelles technologies de type data lake et autres, et data as a service aussi, pour brancher par-dessus ce type de data hub finalement, qui va là aussi être capable d'ingérer tous les nouveaux types de contenus. Et José le disait tout à l'heure, un entrepôt de données classique que vous avez mis en place il y a quelques années, il sera probablement pas apte aujourd'hui à ingérer de la donnée non structurée, par exemple, toutes les données type voix, texte, images, etc., sur lesquelles de plus en plus on commence à innover.
là, vous allez avoir un gap technologique. Donc aujourd'hui, le monde du dataware, le monde du stockage de données a bien évolué. On est capable, avec certaines nouvelles technologies, d'ingérer beaucoup plus de contenu et de brancher surtout par-dessus ce qu'on appelle des services qu'on va venir apporter aux gérants. Par exemple, ça peut être des frameworks de développement, ça peut être des environnements de test pour faire de la simulation, des scénarios, de l'optimisation. Ça peut être des environnements dans lesquels vont venir se concentrer toutes les sources de données sur un émetteur, par exemple, si on regarde plutôt des use cases d'obédience fondamentale. Et on répond aussi à la question quelque part là-dessus, mais ça suppose beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps. Et enfin, je terminerai là-dessus. Je pense que ça, ce sont des réponses technologiques, mais sans l'aspect organisation, sans l'aspect culture, sans changement d'approche projet aussi, on va pas y arriver, hein, parce que c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet c'est cette phrase de Maslow qui disait quand on a un marteau, finalement, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et c'est une phrase que j'aime bien parce que souvent les gens se disent ça y est, j'ai mon outil, je vais prendre un outil, je vais choisir un outil et je ne sais pas forcément ce que je vais en faire. Et si ce n'est pas le vrai point de départ, un vrai besoin qui aura été bien, circonscrit au départ, si on ne part pas de ça, d'un use case, on a du mal après, une fois on investit dans un outil, finalement on n'en fait pas grand-chose et puis on a un return, enfin un retour sur investissement qui est négatif par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est important. Partir des use cases, explorer tout ce qui peut être fait par rapport aux points de souffrance, travailler sur des proof of concept de plus en plus. Tous les nouveaux outils que j'ai décrits, les nouvelles technologies dont j'ai parlé avant, ça se teste. C'est l'époque. C'est pas juste une petite démo ou un outil sur lequel vous allez avoir une licence gratuite pendant 6 mois et vous allez jouer avec. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a des attentes fortes, on a de la valeur qu'on attend derrière. Donc, ça se gère comme un mini-projet et c'est là que finalement, vous allez bien cadrer l'implémentation. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, je terminerai peut-être sur l'aspect compétences. En 2 mots. Voilà, parce que Camille le disait tout à l'heure, c'est un vrai point. Est-ce que finalement, le gérant, le profil type du gérant va évoluer? Moi, je ne pense pas que demain, alors ils vont avoir, culturellement, ils vont être plus ouverts sur tous ces nouveaux langages de développement, sur tout ce qu'on appelle la data science, etc. Mais fondamentalement, il faut aussi recruter des data engineers, des data scientists, des gens qui sont capables de faire le pont entre les deux. Ce n'est pas uniquement des gens techniques, parce qu'à un moment donné, ces deux mondes-là ne vont pas se parler. Donc, il faut que des gens soient capables de comprendre les gérants, comprendre aussi les problématiques techniques. Et c'est comme ça que la mayonnaise va prendre, en fait, parce que sinon, ça reste extrêmement compliqué. Merci Mathieu. José, je te passe la parole pour une conclusion la plus concise, précise, pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Merci. Oui, j'allais vite. Non, moi, le constat vraiment que j'ai à dire, c'est que, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, évidemment, il faut surtout de la souplesse dans la donnée, parce que il y a une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que la donnée pour le front office n'est pas la donnée pour le réglementaire, pour le reporting. On a besoin d'avoir une vision un peu spécifique, un peu économique, un peu personnalisée pour prendre des décisions qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut de la souplesse dans la donnée, il faut de l'agilité pour être capable de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins, aux nouveaux appels d'offres, aux évolutions de marché qui nécessitent de prendre des décisions un peu différemment. Et puis, il faut vraiment fluidifier l'aspect data, calcul, indicateurs et décisions. Voilà. Moi, je dirais que c'est vers ça qu'il faut aller. Nous, c'est un peu notre leitmotiv tous les jours, d'aller vers cette fluidification. Et le dernier point, pour finir, nous, on est très sensible à l'ergonomie parce qu'on sait qu'on a des utilisateurs, des clients exigeants. Une des raisons pour laquelle nous, Osmose, on a décidé de faire d'Excel notre frontal, c'est parce qu'on sait qu'ils veulent du Excel au final et l'Excel leur donne beaucoup de souplesse dans la capacité de retraiter, de réutiliser les informations. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut avoir à l'esprit et je pense que les solutions devront de plus en plus aller vers cette approche-là et essayer de travailler le plus possible avec les gérants pour leur proposer des solutions qu'ils acceptent et c'est ça qui est important. Merci José. Camille, en 2 mots, peut-être justement sur l'ergonomie dont tu parlais tout à l'heure ou sur Excel. Oui, alors je voulais plus réagir sur le dernier point de Mathieu là tout à l'heure. Je pense, et je vais donner l'impression de prêcher un peu contre ma paroisse, mais je pense que l'aspect culturel est fondamental. Je ne vais pas me positionner sur l'aspect technologique. Quelle technologie il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut mettre en place un data warehouse? Pas. Je disais que j'ai l'impression que la tendance aujourd'hui, c'est le data warehouse, mais les arguments qui ont été présentés me semblent très bons. Et donc, voilà, on voit, moi, je ne vais pas me positionner là-dessus. En revanche, je pense qu'on a besoin, dans une société de gestion, de rééquilibrer le pouvoir
en défaveur des gérants. Voilà. Donc, c'est-à-dire si on continue à avoir des gérants qui s'opposent ou qui ont la possibilité à la fin, in fine, de prendre leurs décisions sur la base d'Excel, rien ne va changer. Moi, ce qui m'étonne, ce sera peut-être mon point de conclusion, ce qui m'étonne, c'est que la réglementation est de plus en plus tyrannique. Hein. Aujourd'hui, tout est contrôlé, mais il y a des points qui restent complètement incontrôlés, comme à la fois par le régulateur et par les sociétés de gestion elles-mêmes, c'est comment le gérant prend sa décision d'investissement. Voilà. Et l'exemple dont parlait José, c'est arrivé tellement de fois, je l'ai vu tellement de fois, c'est des trucs qui arrivent vraiment très souvent. Et sauf que le gérant, c'est le seul à s'en rendre compte. Donc, il ne va bien sûr pas aller en faire la publicité en interne en disant que ça fait des semaines qu'il pensait être sous-pondéré tôt et que, en fait, il est surpondéré parce qu'il a oublié de mettre à jour son benchmark ou je ne sais quoi. Et donc, ça, voilà, je pense que tant qu'on ne rééquilibrera pas et qu'on n'obligera pas finalement les gérants à utiliser un outil autre qu'Excel pour prendre ces décisions, ça ne changera pas. Et donc, à l'inverse, il faut bien sûr que les outils qui soient proposés correspondent vraiment aux besoins du gérant. Voilà. Et aujourd'hui, force est de constater que moi, je n'en ai pas encore vu qui soit où je me dis, ouais, je vais laisser de côté Excel. Donc, il faut que ces deux mondes se rencontrent, mais ça passe, à mon avis, un peu aussi par un aspect coercitif. Voilà, parce que le gérant, je le vois bien, quand on met en place un nouvel outil, il écoute à moitié parce qu'il sait qu'in fine, il continuera à utiliser son Excel. Voilà. Et tant qu'on ne casse pas ce raisonnement, cette logique, eh ben, on prêchera un peu pour rien. Ok, merci encore une fois pour ta franchise et une prise de position forte. Je vais repasser la parole à Eric qui va animer la question de questions-réponses et la session de questions-réponses. Voilà, désolé Eric pour le petit retard. Aucun problème. Merci beaucoup Romain d'avoir animé ces échanges passionnants. Maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Vous pourrez toujours poser votre question dans le chat. Ne soyez pas timide. Bon, en attendant en fait, les questions du public, je vais peut-être commencer avec une question pour nos trois intervenants. Ça va être une question qui est autour en fait, des nouvelles exigences extra-financières. Donc, vu l'importance de l'intégration des analyses de type ESG extra-financier dans le processus d'investissement des gérants, comment adapter ces systèmes d'information pour répondre à ces nouvelles exigences? Quelles sont les importances et les impacts? On va peut-être pouvoir commencer avec Mathieu sur cette question. Oui, c'est une très bonne question, hein, vraiment d'actualité aujourd'hui, parce que finalement les gérants aujourd'hui sont pris en tenaille entre d'un côté l'évolution de toutes les réglementations qui poussent pour de plus en plus de complétude, si je puis dire, et des objectifs stratégiques des sociétés de gestion pour basculer toujours plus de fonds sous label ESG ou ISR. Et donc, il va falloir faire plus que juste récupérer des ratings externes, des agences qu'on connaît tous, mais il va falloir aller sur probablement plus de retraitement de ces ratings, voire des modèles de scoring interne, ESG, considérer l'ESG maintenant comme un facteur à part entière, un facteur de risque qui explique la performance sur lequel on va pouvoir aussi construire les portefeuilles, rentrer de plus en plus dans tout ce qui va être logique d'impact, et donc ça pose la question de la donnée là aussi. Et on arrive finalement à un problème où on se rend compte que les équipes classiques, les équipes de recherche ISR qui sont dans toutes les sociétés de gestion vont se heurter à un problème de capacité très rapidement en fait. Problème de capacité parce que leur façon de travailler, ça a toujours été de prendre des ratings, de faire aussi des calls, des rencontres de management, d'aller regarder les rapports de ces sociétés-là et de faire beaucoup de choses finalement basées sur du call, du papier, récupérer des ratings avec là aussi, hein, les agences sont assez décriées parce que sur le manque de réactivité de mise à jour de ces ratings, le manque de corrélation entre deux agences, enfin il y a plein de choses, qui ressortent et qui sont partagées sur la place. Donc voilà, problème de capacité, problème de données sur ces agences et sur le rating classique. Moi, chez Alpha, on a coutume de dire là-dessus que
il faut aller sur le terrain de tout ce qu'on appelle données non structurées, parce que la donnée ESG, à la base, c'est une donnée non financière. Tous ces éléments-là, ce sont tout ce que, la société vous déclare sur base déclarative, 2, tout ce que vous pouvez voir dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est média au sens large, donc c'est de la donnée non structurée. Et à un moment donné, il faut avoir cette capacité d'ingurgiter. Elle n'est pas formalisée, elle n'est pas structurée, autrement que dans les ratings, mais il y a les limites qu'on vient d'exposer. Donc comment on fait? Et donc là, aujourd'hui, vous allez trouver sur la place des nouvelles techniques émergentes qui utilisent le machine learning, le natural language, etc., qui vont aller processer ces immenses quantités de données, on est dans le monde du big data, qui sont disponibles sur le web, sur les médias, encore une fois, pour aller chercher des scores de sentiments ESG, et on se rend compte finalement, quand on compare ces nouvelles techniques-là avec les modèles classiques, on arrive à reproduire des modèles internes de scoring, donc on a des choses assez fines. Et ça résout quelque part le problème de capacité parce qu'on élargit la couverture. On peut spotter de manière beaucoup plus réactive ce qui se passe à un moment donné en mode un peu alerte. Tiens, une société, il se dit qu'il y a eu tel désastre ou tel problème dans tel pays, etc. Ça ressort beaucoup plus vite qu'en attendant des ratings. Et comme vous êtes sur un univers très large parce que c'est processé par des machines, vous êtes capable de le voir, ça va vous pointer du doigt ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est un gros vecteur d'amélioration de ce gros sujet autour de la donnée extra-financière. Et donc là, en termes de stratégie, là encore, quelle peut être la réponse? Cette donnée, soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez la construire avec vous-même aussi en ayant le bon setup technique, le bon framework de base. Aujourd'hui, le marché présente les deux. Il y a des acteurs sur les deux. Il y a des acteurs qui sont au milieu. Ça se réfléchit dans le cadre d'une stratégie pensée. Là encore, par rapport au use case, là vous voulez être en termes d'ambition. Très bien, merci beaucoup Mathieu pour cette réponse très complète. J'ai peut-être une question pour Camille. Ça m'interpelle votre opinion sur comment les sociétés de gestion réagissent par rapport à tous ces changements technologiques. Donc la question c'est que font les sociétés de gestion aujourd'hui pour s'assurer que les gérants ont les capacités techniques pour exploiter les outils? Est-ce qu'il faut vraiment attendre une nouvelle génération? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, en fait, les sociétés pour éviter qu'ils se tournent vers Excel? Alors, moi, je ne travaille pas dans les 600 sociétés de gestion, mais je ne peux pas répondre de façon globale, mais j'aurais envie de dire rien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, culturellement, les gérants ont un poids très important dans les sociétés de gestion. C'est à mon avis à tort qu'on voit ça comme le métier noble dans la société de gestion. Les autres métiers sont aussi importants. Et force est de constater que c'est le gérant qui a le dernier mot. Voilà. Et donc, il faut, à mon avis, rééquilibrer les choses. Je voulais juste revenir sur le sujet ESG, parce que réagir par rapport à Mathieu, parce que je pense que c'est un sujet dans lequel la plupart des sociétés de gestion sont arrivées de façon contrainte, sont un peu en retard, très clairement. La réglementation avance plus vite que les sociétés de gestion. On a chaque année un nouveau set d'obligations réglementaires de reporting sur les données ESG. Donc, je pense que ce qui s'est passé déjà aujourd'hui, pour résumer, c'est que les sociétés de gestion ont affaire pour la plupart à des sous-traitants, donc des sociétés comme Sustainalytics ou MSCI, qui fournissent clé en main une base de données avec la bien-pensance ESG qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est eux qui notent les sociétés, et la plupart des sociétés de gestion en fait reprennent leurs data et font des reporting par rapport à ces données. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas un besoin énorme de traitement de la part des sociétés de gestion parce que la plupart font du greenwashing. Voilà. Et qu'il y en a finalement assez peu qui rentrent vraiment dans la data et derrière doivent développer tout un écosystème. Donc, je pense que la plupart des sociétés ne feront pas cet effort de développer une analyse personnelle particulière et que on sous-traitera, la plupart des sociétés de gestion sous-traiteront finalement cette analyse ESG, le diront pas, bien entendu, ça sera maquillé par de l'analyse interne, etc. Tout le monde fera plus ou moins semblant, mais la réalité, c'est que
ça sera délégué à l'externe. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que ça nécessiterait une table ronde en elle-même, ce sujet, en lui-même, ce sujet pour essayer de démythifier ce qui se passe actuellement. Je vois une dernière question. Est-ce qu'on a le temps de répondre à cette dernière question? Les interfaces du PMS pour les gérants qui construisent ce dashboard. OK. Donc, je pense que là, malheureusement, on n'a plus le temps. Le temps passe très vite. Nous allons maintenant passer à la conclusion. J'ai trouvé les échanges et les débats très riches et intéressants. Ce soir, nous avons pu voir pour ce monde des technologies front office l'enjeu que ça représente pour le métier, le panorama d'outils qui sont sur le marché et les défis et les opportunités qui restent à appréhender dans ce domaine. Donc, je remercie beaucoup nos 3 panélistes pour le temps et contributions précieuses, à Romain pour son orchestration parfaite et à Kim Montel, chair du comité Events, et à Marie-Alex de Meyer pour leur organisation sans faille. Je vous remercie, vous, le public, d'avoir pu avec nous ce soir. Malheureusement, on n'a pu faire le temps de répondre à toutes vos questions. Et j'espère que vous avez pu profiter des opinions et expertises de nos 3 intervenants. Nous avons également préparé un petit sondage et je vous invite à cliquer sur le lien pour le répondre. Merci et à la prochaine pour un futur événement. Bonne soirée et à bientôt.